Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission. Nous avons comme invité Jean-Pierre Nzia. C'est un nom qui ne vous est pas inconnu. Jean-Pierre Nzia est originaire du Congo-Kinshasa, vous le savez. Il est éducateur agréé au Canada. Ce qui particularise Jean-Pierre Nzia, c'est son activisme intellectuel, car il est aussi analyste de nouvelles locales, nationales et internationales, à la radio francophone, Choc FM de Toronto. Donc c'est un homme averti, c'est un homme d'actualité, qui fait l'actualité, qui s'intéresse à l'actualité. Et quand l'actualité se focalise sur un événement, Jean-Pierre est là pour nous donner son point de vue, nous faire son analyse sur des sujets qui l'intéressent. Alors, Jean-Pierre Nzia, bonsoir. Bonsoir, M. Bello. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir partagé. Votre disponibilité elle est légendaire et elle est très appréciée. Merci. Alors, l'actualité pour nous, c'est la présence du président Kagame à Oxford. Et justement, le président Kagame du Rwanda a fait une visite à Londres et c'était à l'occasion de la journée internationale, journée culturelle internationale de la diaspora rwandaise. Et à cette occasion-là, il y a eu aussi la communauté de la diaspora congolaise qui s'était invitée pour lui barrer le chemin. Et c'est de ça que nous allons parler. Et oui, c'est de ça que nous allons parler justement. Et lorsque je regarde votre livre Congo Ngeta, il y a une phrase qui a particulièrement attiré mon attention. Je connais le livre, je l'ai lu, je l'ai apprécié, je le recommande d'ailleurs. Et vous parliez dans ce livre qu'il veut engager une conversation avec la diaspora congolaise en lui montrant qu'elle doit, par des s'intégrer et s'organiser dans les pays d'exil, etc., etc. Est-ce que vous avez retrouvé une réponse à la réaction des Congolais dans cette action qu'ils viennent de mener? Oui, j'ai retrouvé une réponse, comme tu l'as dit là, à cette action. Puisque dans les livres Congo Ngeta, ce que nous avons essayé de faire passer, c'est que la diaspora congolaise ne doit pas être assise seulement sur ses lauriers où qu'elle soit, mais elle doit être en mesure de commencer cette conversation-là entre ses membres, de s'organiser, de se structurer, mais aussi de commencer à s'intégrer. Et l'intégration veut dire quoi? L'intégration consiste aussi à épouser les valeurs démocratiques, les valeurs citoyennes dont la diaspora congolaise ou africaine use à l'extérieur. Et une fois qu'elle a intégré ces valeurs-là, elle doit aussi faire en sorte que ces valeurs-là soient aussi revendues sur leur terre d'exil. Et dans ces cas d'espèce, c'est que vous voyez là un président d'un pays, le président du Rwanda, le Rwanda, le président Kagame, vous savez, il a été accusé, comme lui-même l'a dit, de tous les mots, oui. Mais ça a été suffisamment documenté par des experts de tout habit. Et maintenant, quand il fait un déplacement dans un pays où on célèbre, comme en Angleterre, on célèbre des valeurs démocratiques, il faudrait lui faire comprendre que, monsieur, vous arrivez ici, vous devez rendre compte. Vous ne pouvez pas comme ça quitter le Rwanda, arriver dans un autre pays et faire comme si vous étiez le monsieur Toussaint de partout. Donc, vous traduisez tout ça comme un éveil de conscience quand même des Congolais, parce que fut-elle un nombre réduit, l'action est porteuse. Oui, et à cette occasion, il faut saluer le courage, la bravoure de cette diaspora congolaise à Londres, puisque mettons ça comme ceci. Quel que soit le nombre, si une personne ou deux personnes dans le monde occidental se relèvent et va faire porter une action qui va de l'ordre, qui va dans le sens des droits de l'homme, c'est une action qui porte gros. Alors, ça c'était un grand acte de ce groupe-là de Congolais de Londres que nous saluons leur bravo, et ce qu'ils ont fait, ça porte, puisque vous avez vu sous d'autres cieux, ça ne prend qu'un seul homme. Au Canada, par exemple, il suffit seulement qu'un seul résident permanent saisisse la justice pour des crimes, pour accuser quelqu'un de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, pour
que la justice il s'en charge. En tout cas, il va investiguer. Justement. Alors, maintenant, il y a éveil. Il y a éveil de la conscience de la diaspora congolaise et c'est quelque chose à saluer. On a longtemps accusé la diaspora congolaise de s'occuper seulement de la bière et de la musique, et de laisser son pays croupir. Mais maintenant, la diaspora congolaise, où qu'elle soit, elle se réveille. Quel que soit son niveau d'éducation, elle se réveille et elle dit: le Congo ne doit pas être le dépotoir des crimes contre l'humanité. Le Congo ne doit pas être la capitale mondiale de violences sexuelles et rester impuni. Le Congo ne doit pas être un jardin potager où les criminels de guerre venant du Rwanda, de l'Ouganda ou de Burundi peuvent faire marcher, peuvent entrer et faire tout ce qu'ils veulent et les Congolais regarder ça comme si de rien n'était. Non, ce temps-là a changé et maintenant les Congolais, qui qu'ils soient, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau d'éducation, ils sont conscients qu'ils doivent maintenant répondre au rendez-vous de l'histoire. Et ce rendez-vous de l'histoire-là consiste à faire justice et de manière que tous ces gens qui ont été tués, assassinés au Congo, que la justice soit faite. En tout cas, le président rwandais a abordé un sujet qu'il n'avait pas prévu aborder. Justement. Il a parlé, justement, à l'issue de cette action, il a parlé des Congolais, dont il n'était pas responsable de la situation qui se déroule au Congo aujourd'hui. ahantu twahoze mu gitondo nahoze Oxford University nanagiye kuvugayo ngiye kujyayo nsanga abanyafurika bari aho. First of all, there is a problem. Those fellows urabareba. First of all, bamwe ikibabesheje hano n'icyatumye bajya hariya ku muhanda ngo kwigaragambya, muzi byo kwigaragambya, ngo barigaragambya kuri jewe cyangwa ku Rwanda. Icyambere bafite amagi baterana ariko barayakeneye, bakwiye kuba those fellows are starving. If you were to ask them, umuntu ajya kubabaza uti mwaje hano muti cyangwa uti ukora he, biragoye kugira ngo bagusobanure. Icya kabiri, barambaza ibibazo bya Kongo. Reka nkubwire, niyo nza kuba mbizi nabisubiza, barazira iki kubimbariza hano babimbarije muri Kongo? Fellows should be going to resolve their problems in their countries. They don't resolve their problems by throwing around the eggs they need to eat. But that shows a whole chain of ideological bankruptcy. From them up to some other place. But Africa will never resolve their problems by this kind of behavior and mentality. They can never solve the problem. Ariko, some people told them a lie, that way of behavior is democracy, is freedom, is freedom of being nothing. Freedom of ideological bankruptcy, emptiness. Those who tell you those lies
that behaving like that is a good way of life, they live a better life than that one. Il a aussi jeté l'anathème sur les Africains. Il a utilisé, pour moi, en tant que journaliste qui écoute cette intervention, je pense qu'il y a quand même un langage qui n'est pas approprié et qu'un chef d'État puisse utiliser à l'égard. Justement, puisque vous avez suivi son discours, c'était, comme vous l'avez dit, il n'avait pas prévu parler du Congo. Mais aujourd'hui, où que le président rwandais aille, le Congo c'est devenu son tendon d'Achille. C'est par là qu'on va l'attraper et c'est par là qu'on l'attrape. Il n'y a plus aucun journaliste qui lui pose des questions sans lui poser une question explicite sur le Congo. Mais il dit qu'il n'est pas responsable. Il a dit qu'il n'était pas responsable, mais quelques lignes plus tard, il a dit qu'on ne devrait pas seulement l'accuser d'être responsable quand les choses vont mal, mais on devrait aussi l'accuser d'avoir aidé le Congo, puisque de la base jusqu'au sommet, c'était des gens qui étaient passés par le Front patriotique rwandais. Et effectivement, les Congolais se sont mal à l'aise, puisque quand on parle de l'intégration de l'Union africaine, cette intégration, comment est-ce qu'elle peut se faire, comment est-ce qu'elle peut être faite si un voisin arnaque l'autre, comment est-ce qu'elle peut être faite si le Congo devient comme cela un endroit où on y lance tous les criminels de guerre que l'on veut et qu'on tue à bon escient. C'est que le Congo était devenu un pays d'expérience de criminels, d'expérience criminelle, justement. Et la preuve la plus flagrante, c'était une guerre, la guerre de Kisangani. On n'en parle plus, mais comment est-ce que deux armées étrangères, deux armées amies étrangères, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, peuvent comme ça s'adonner à une guerre dans une ville étrangère à Kisangani pendant des années, pendant des jours, et des gens qui sont morts. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement Kabila n'a jamais saisi la justice pour la justice internationale, pour qu'on y voit clair. Le président Laurent Kabila a essayé de le faire pour le cas de l'Ouganda. Et l'Ouganda n'a jamais dédommagé qui que ce soit. Mais il n'y a encore rien qui est allé dans le sens de criminaliser le gouvernement rwandais. Mais il est temps, et vous l'avez vu à Londres, la cloche a sonné. Les Congolais sont là, la diaspora congolaise, elle est prête, elle est éveillée, elle est éduquée, et elle va poursuivre sur cette lancée-là, et justice sera faite pour que intégration régionale solide soit faite. Puisque les Africains, le président Kagame a parlé des Africains, oui, nous tous les Africains, nous avons tous besoin de nous. Et nous devons travailler ensemble, mais pour travailler ensemble, il faut que la justice essaye de galvaniser tout ce que nous allons faire. Mais comment se fait-il que Kagame perdure encore au pouvoir? On dirait qu'il y a certaines puissances occidentales qui le soutiennent, parce qu'il a l'air d'être à l'aise, il s'en va partout où il veut, et sans en être inquiété. Oui, vous avez certainement suivi toute la saga de la justice en France par rapport Il a été blanchi et tout cela, mais ce qui est sûr, vous savez, Charles Taylor a été un vaillant guerrier dans son pays, mais où est-ce qu'il a fini? Voilà. Alors, le cas du Rwanda avec le président Kagame, c'est un cas assez sombre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on ne venge pas un génocide en créant un autre. Nous avons vécu le génocide au Rwanda et c'est laissé comme une tache sur la conscience de l'humanité entière. Et nous avons tous dit, plus jamais ça, on ne doit voir des gens être tués en masse rien qu'à cause de leur appartenance ethnique. Tout à fait. Alors, on ne doit pas non plus voir des gens tués en masse à cause de leur appartenance nationale. Et cela doit s'arrêter. Alors, les amis du Rwanda devraient être aussi des amis du Congo. Puisque, vous avez le Congo, c'est un pays qui a toujours été hospitalier. Oui. Quand le président Kagame, quand il est né en 1957, il est parti comme réfugié à 4 ans. Mais quand il est parti en Ouganda, combien de réfugiés rwandais partis en exil en Ouganda en sont revenus comme des gens de partis de l'intelligence?
Très peu. Mais tous les Rwandais qui avaient fui à la veille des indépendances au Rwanda, ceux qui avaient fui au Congo, mais ce sont des gens qui étaient bien accueillis au Congo, ils ont bien étudié au Congo, ce sont des gens qui se sont des leaders. Alors pourquoi aujourd'hui, 40 ans après, 50 ans après, le Congo doit payer un pot que lui-même n'a pas cassé? Pourquoi c'est un pays comme le Congo doit maintenant payer, doit souffrir d'avoir été généreux, d'avoir été hospitalier et que sa propre population ait été un voisin? Mais c'est vrai que notre conversation est en train de se focaliser sur le président Kagame du Rwanda. Alors, quel lien ferons-nous entre Kagame et les dirigeants actuels du Congo? Parce que lui l'a dit en filigrane. Il a dit en filigrane et les liens, il est clair. Oui. Les liens, il est clair. Puisque quand vous prenez par exemple la liste noire de l'ONU, tous ces gens qui sèment la terreur, ce sont des terroristes qui sèment la terreur au Congo, mais ce sont des anciens qui soit étaient nés au Rwanda, ou soit ils sont passés par le Front patriotique rwandais. Ça veut dire que ce sont des anciens militaires rwandais. Et eux, il y en a qui sont encore des chefs de factions rebelles, comme Tangana qui est maintenant au tribunal international. Il a même déclaré lui-même qu'il était né au Rwanda, qu'il aurait grandi au Congo et qu'il réclamerait d'être congolais. Bon, allez-y voir et allez-y comprendre quelque chose, mais ça c'est un débat auquel on y reviendra plus prochainement. Mais dans le gouvernement congolais, pour répondre directement à votre question, dans le gouvernement congolais actuel, ce sont des amis. C'est comme une arrière-base. C'est une arrière-base du Congo. Est-ce que nous acheminons vers le démembrement du Congo? Et c'est pour cela que les Congolais de Sochi disent non. L'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui a été ficelée, mise ensemble par le Rwanda, elle a chassé Mobutu du pouvoir, mais elle a mis des gens, au lieu de, si c'était pour chasser les génocidaires du Congo, mais pourquoi avoir mis maintenant des gens au Congo? Le président Kabila, c'est un militaire, non, c'est militaire du Rwanda. C'est un ancien militaire du Rwanda. Maintenant, il devient président du Congo et l'actuel président, l'actuel chef d'état-major du Rwanda, il a été militaire au Congo. Donc, vous voyez, mais ça me donne des frissons. Ça donne des frissons. Ça donne des frissons qui ne peuvent pas se faire ailleurs. C'est un pays qui a été carrément kidnappé, exproprié pendant que le peuple souffre et c'est des gens qui n'ont aucun sentiment pour ce peuple. Donc ils n'ont jamais travaillé pour ce peuple. Oui, justement. Comment arriver à les déboulonner? C'est là que la diaspora congolaise vient à l'œuvre. Comment déboulonner ces gens-là? Parce qu'ils doivent être déboulonnés. Il faut les déboulonner puisque il est vrai qu'on a toujours besoin des amis. L'AFDL a été formée pour déboulonner un régime despotique de Mobutu qui était devenu exsangue. Oui. Cependant, en les déboulonnant, pourquoi est-ce que le Rwanda n'a pas fait ce que l'Ouganda a fait pour le Rwanda? Le Rwanda n'a pas fait au Congo ce que l'Ouganda lui a fait, puisque le gouvernement rwandais actuel a été dans la faction rebelle ougandaise qui a amené Museveni au pouvoir. Mais une fois qu'ils ont été là-bas, l'Ouganda a aidé le FPR, la faction rebelle ou Tutsi du Rwanda, à arriver au pouvoir au Congo, au Rwanda, pardon. Mais l'Ouganda n'est pas allé encore se mettre dans les affaires internes du Rwanda. Mais dans le cas du Rwanda et du Congo, comme le président Kagame le dit toujours, qu'il aurait aidé tout ce monde qui est là. Mais pourquoi supporter le mal dans un pays voisin? Puisque le voisin, on ne l'échange pas. Le Rwanda a besoin du Congo pour son intégration, comme le Congo a besoin de son voisin pour son intégration. Et c'est cette conversation qu'il faut urgemment avoir. Et c'est pour ça que la diaspora doit prendre conscience de tout ce phénomène. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on considère le Rwanda comme un des pays émergents. C'est vrai. Il y a des indicateurs clairs que le Rwanda commence à quitter le niveau de survie à un certain niveau de vie modeste. Oui. Et les Congolais devaient s'en inspirer. Mais est-ce qu'ils pourraient arriver à atteindre leurs objectifs dans la situation actuelle? Est-ce que
Kagame doit lâcher de l'Est, doit faire quelque chose pour que les pays émergent en même temps. Qui doit travailler pour le Congo? Ce n'est pas Kagame d'abord. C'est les Congolais. C'est le Congolais. Oui. Donc on doit revenir au débat que le Congolais doit être cet épicentre qui fasse réveiller la conscience et qui travaille pour le Congo. Voilà. Les Congolais, nous avons été longtemps distraits. Mais maintenant, nous nous rendons compte que non, nous pouvons avoir de vrais amis, mais aussi des faux Toute amis. action est Et porteuse. toute action est porteuse. L'action que la diaspora congolaise a faite à l'extérieur, à Londres, ces jours-là, c'est pour montrer que voici, ce voisin-ci, c'est un voisin méchant. Et il est très bon qu'on stigmatise cela, qu'on se rende compte que c'est un voisin méchant qui est en train de garder chez lui des criminels. Et plus que l'impunité au Congo. Mais elle est célébrée par le Rwanda. Et le Rwanda qui tire les ficelles dans tous les sens au Congo. Mais les Congolais de la diaspora qui sont plus éveillés pour le moment, puisqu'ils ont vu tout ce qui porte, tout ce que la démocratie et le développement engagent, comme nous l'avons vu dehors. C'est nous qui devons maintenant laisser des petites zizanies, puisque maintenant, le pays, comme je l'ai toujours dit, le pays, le Congo, il est en grave danger. Et il est tellement en danger que les Congolais, quelle que soit leur tribu, quel que soit leur parti politique, ils doivent s'unir et faire un camp, un bloc ensemble pour le pays. Et une fois que le Congo est debout, le Congo ne sera pas debout contre le Rwanda. Non. C'est une illusion. Le Congo ne sera jamais debout contre ses voisins. Le Congo a déjà été debout. Nous n'avons martyrisé personne, nous n'avons persécuté personne. Le Congo, c'est un Congo d'un peuple. Plus de 400 ethnies ou tribus, nous savons vivre ensemble. Et il ne faudrait pas que ces venins du génocide viennent maintenant s'infiltrer dans le Congo pour l'abîmer. Et là, nous le refusons, le Congo restera le Congo hospitalier, le Congo grand, et maintenant il est temps que le Congolais de souche prenne les choses en main et qu'elle travaille. Et cela commence par la diaspora congolaise qui doit s'organiser, qui doit se structurer et déterminer, et définir des actions concrètes pour sauver ce pays. En tout cas, c'est bien écrit dans votre livre, c'est bien dit dans le livre. La diaspora doit avoir un éveil de conscience. Et puis, cette situation que nous avons vécue avec la visite du président Kagame à Oxford corrobore ce que vous disiez dans votre livre. Oui, justement, et comme le président Kagame l'a fait croire, les Africains ne sont pas en banqueroute de vision. Non. Les Africains savent que l'Afrique est un pays, est un continent béni. Un continent avec beaucoup d'opportunités, mais ces opportunités ont toujours été négligées. Non, ça veut dire qu'il se reprend quelque chose, parce que tu fais un plan du Congo et puis il fait allusion à toute l'Afrique. Oui, à toute l'Afrique. Parce que l'Afrique condamne ses actes. Oui, justement. Et il y a une vision. Cette vision-là, c'est la vision du développement, la vision d'éradication de la pauvreté. Une vision qui exige que les Congolais, les Africains vivent dans un espace où les gens parlent de leurs problèmes pour qu'ils trouvent ensemble des solutions à leurs problèmes. Ce n'est plus le moment de museler les gens. Nous sommes au XXIe siècle, on n'est plus à l'époque du despotisme qui fermait, qui a plus de 40 factions rebelles, presque toutes soutenues, soit par le gouvernement Kabila, ou soit parrainées par le Rwanda. Ça, ce n'est pas acceptable. En tout cas, c'est une bonne chute qui nous amène à conclure cette émission et à vous demander encore quel espoir vous fondez à l'égard des Congolais pour qu'ils continuent leurs actions pour un Congo libre et démocratique. L'espoir que nous avons pour ce Congo-là, c'est que nous avons maintenant foi aux Congolais. Nous avons foi aux Congolais et à toute Congolaise. Après avoir souffert pendant ces 16 années, le Congolais maintenant, il est prêt. La Congolaise, elle est prête pour servir maintenant de ferment
pour cette Afrique, puisque le Congo, c'est le centre de l'Afrique. C'est le centre de l'Afrique. Il a été béni par la nature et nous voulons que cette nature-là soit utilisée à bon escient dans le travail, dans le respect et afin que l'Afrique se remette debout et que les enfants de l'Afrique soient heureux et fiers d'appartenir à ce continent-là. Affaire donc à suivre, ce ne sera pas votre dernière intervention, Jean-Pierre Nzia. Je rappelle que vous êtes originaire du Congo, vous êtes éducateur grillé, donc quelqu'un qui transmet ses connaissances. Vous êtes un activiste intellectuel, un analyste de nouvelles, donc un homme aguerri qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il veut, qui rêve pour un Congo libre et démocratique. Je vous remercie. Je vous remercie aussi.